Bonjour Titouan Rio, bienvenue. Vous êtes donc vice-président de l'Association des jeunes ambassadeurs pour le climat, étudiant en master à Sciences Po Lille, c'est ça? C'est exact. Vous voulez devenir journaliste, ça veut dire quoi? Un journaliste engagé, un journaliste averti à minima? Oui, averti peut-être pour adapter la profession face à l'urgence écologique, faire en sorte qu'on ne traite plus l'information comme on l'a fait pendant des années, avec un prisme de lecture différent de la société, on va dire. Ouais. Un journalisme averti. Est-ce que vous pensez que c'est une profession, notre profession, qui a besoin de se former aux enjeux de climat, de biodiversité? Est-ce que finalement vous voyez comme ça, de temps en temps, des incompréhensions, des choix éditoriaux qui sont pas cohérents, peut-être par manque de formation finalement? Absolument. La formation, alors c'est assez compliqué parce que en même temps vous dites il y a des lignes éditoriales différentes qui peuvent paraître absurdes, mais en même temps c'est aussi le principe de la liberté de la presse, donc il ne faut pas totalement la remettre en question. En revanche, je pense qu'il y a une sélection des sujets à faire, une façon de les présenter qui garantissent qui évite les défauts d'interprétation. C'est assez important aujourd'hui si on veut tous à peu près aller dans le même sens pour que nos actions soient efficaces. Alors avec vous, on va parler de ces COP, Conference of Parties. À quoi servent ces grands rendez-vous planétaires? On se pose encore la question, ce qui n'est pas très très bon signe. Oui, alors en même temps, c'est compréhensible si on se pose toujours la question, parce que c'est pas l'avis de vous et moi, ça concerne les États, et nous on réfléchit souvent avec nous-mêmes, avec notre condition d'individu, et là ce sont des États qui interagissent. Pourquoi ils sont regroupés à la COP climat? Eh bien tout simplement pour atténuer l'effet du réchauffement climatique, pour s'adapter à ce réchauffement et pour gérer les pertes et préjudices liés à ce réchauffement. Qu'est-ce qui permet d'avancer? La concentration de tous ces acteurs? Évidemment, il y a les États, les grandes entreprises, il y a des associations, il y a des lobbies. Le fait que tout le monde soit au même endroit en même temps, c'est ça qui permet d'avancer, d'aller plus vite? Je pense que se rencontrer, se parler, c'est toujours mieux que agir dans son coin. Vous savez, on parle souvent de systémique, de relier les différents aspects de la société face à ces problématiques. Donc c'est important, je pense, que tous les acteurs soient regroupés. Attention, après, à quelle proportion on leur donne la parole, en fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment efficace d'avoir des lobbyistes qui sont très actifs dans une COP? Je pense qu'il faut les écouter, mais quantifier leur degré d'intervention. Alors, on va prendre deux exemples. D'abord, l'exemple de la COP 26 qui était à Glasgow. Vous y étiez. Si on est précis, quels dossiers ont avancé lors de cette COP 26? On reste encore, comme depuis une vingtaine d'années, sur les questions d'atténuation, c'est-à-dire de limiter les actions, l'effet du réchauffement climatique. Donc là, ça aboutit au pacte de Glasgow, qui est effectivement de rehausser les National Determined Commitment, donc les engagements des États sur les émissions de gaz à effet de serre, et aussi arrêter les subventions et les financements aux énergies fossiles. Ça, c'était un grand pas qui a été franchi l'année dernière. Il y a aussi l'engagement à mieux financer les risques climatiques. On en a encore parlé là à cette COP27 en Égypte. C'est quoi? C'est une question de solidarité entre le Nord et le Sud. Qu'est-ce qui s'est passé à Glasgow sur ces questions-là? Est-ce que ça a avancé? Alors en fait, les pertes et préjudices, c'est assez nouveau dans les médias, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Peut-être qu'on n'en parle pas parce que justement, c'est difficile de se mettre d'accord. En fait, c'est vraiment gérer en ce qu'on appellerait en économie les externalités négatives. Et on va parler notamment de justice, en fait, puisque les pays occidentaux, les pays de l'Est ont une responsabilité vis-à-vis de la situation climatique, biodiversité et autres. Et nous, il y a justement cette partie-là à mettre en œuvre, c'est-à-dire financer les dégâts qui sont causés par nous dans d'autres pays. D'autant plus que les pays en développement et les pays les moins avancés sont les plus impactés par les conséquences. Mais les engagements pris par les États les plus riches n'ont pas exactement été tenus. Non, absolument. Il y avait l'aide de 200 milliards, par exemple, pour l'adaptation et qui reste à 80. L'Europe, d'ailleurs, est une des plus grosses organisations qui finance, avec 23 milliards, je crois, et on attend toujours les États-Unis. Mais il faut dire que la France, sur les pertes et préjudices, notamment, c'est ce pays-là en particulier qui freine aussi. La France ne souhaite pas mettre un mécanisme de financement des pertes et préjudices par peur du bourbier économique. Alors, on parle des COP parce qu'on va développer, juste après, dans la seconde partie de cette émission, on va détailler les résultats de ce baromètre de la transformation écologique réalisé par Veolia et Elab. Et cette question de l'acceptabilité de la transformation par les citoyens du monde, elle est évidemment très importante. Moi, ce que je retiens aussi dans ces COP, c'est aussi
symboliquement, quoi. C'est le monde qui se réunit pour tenter d'avancer et de trouver des solutions sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis il y a aussi les COP biodiversité dont on parle encore moins, et c'est dommage parce qu'elles sont également importantes. Je reste sur ce qui s'est passé à Glasgow. Par exemple, la finalisation, alors c'est un peu technique, mais de l'article 6 de l'accord de Paris, on parle d'achat ou d'échange de crédits carbone. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous y étiez à Glasgow, et pourquoi, d'après vous, ça a été un moment relativement important? Ça a été important parce que l'accord de Paris, il a été signé en 2015 et sa mise en œuvre, elle est encore en discussion, notamment sur l'article 6, le marché carbone. Pourquoi ça bloque? Parce qu'on touche directement au financement et puis parce qu'il y avait aussi pardonnez-moi l'expression, mais quelques magouilles, c'est-à-dire que les doubles quotas, c'est-à-dire qu'on s'accaparait certains quotas pour mieux paraître à l'étranger sur la scène politique. Donc il y avait des discussions un petit peu pour mettre tout le monde d'accord, et forcément c'était un point de blocage parce que 190 pays autour d'une table avec des réalités tellement vastes, c'est beaucoup plus différent que de simples individus. Ouais, vous n'êtes pas allé à la COP27 à Sharm el-Sheikh, pourquoi? Les prix étaient trop chers, j'ai lu ça, que les prix étaient exorbitants et que pour certaines associations c'était presque rédhibitoire. Alors oui, il y avait cette dimension-là, quand bien même une personne, ça nous aurait suffi, parce qu'on a le programme des jeunes délégués qui eux sont financés en partie par le ministère. Mais pourquoi? C'est surtout d'un point de vue éthique. Voilà, on sait que la dimension des droits de l'homme n'est pas forcément très respectée en Égypte. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de manifestations, contrairement à Glasgow. Et puis, tout simplement parce que tous les anciens membres de l'association étaient déjà allés, et ceux qui se présentaient pour s'y aller cette année, voilà, ils connaissaient déjà. Donc, ça ne sert à rien de faire du tourisme institutionnel. Ça, on est bien d'accord. Il faut être cohérent un peu avec nos principes. Surtout s'il faut prendre l'avion pour y aller, accessoirement. Mais vous avez beaucoup de relais qui sont ou qui étaient à cette COP27. Vous dites quoi? Si on doit faire un bilan, les dossiers dont on parlait, là, ils continuent d'avancer? C'est une petite COP? Quel bilan vous faites? C'est difficile de dire, c'est une petite COP. Je pense que oui, ça n'a pas l'ampleur de Paris ou même pas celle de Glasgow. Mais qu'est-ce qui avance? Peut-être les pertes et préjudices. Ça, je sais que voilà, j'ai été en contact avec des personnes de l'association à Sharm el-Sheikh, et oui, les pertes et préjudices, ça avance. Et puis l'article 6 qui est presque finalisé, mais il n'y a pas que ces négociations-là. Il y a aussi tout un travail d'information qui est fait pendant cette période-là. On va appeler ça un peu l'accord de la couverture. Ça veut dire quoi, ça, l'accord de la couverture? Alors d'après mes informations, c'est vraiment positionner de manière définitive les pays sur des engagements de réduction des émissions d'effet de serre. On est toujours sur de l'atténuation, et puis aussi sur les financements de l'adaptation, atteindre les 100 milliards donnés aux pays en développement et moins avancés. Voilà, donc ça reste toujours, en fait ça met du temps encore une fois, parce que chacun a ses réalités et elles sont nombreuses pour chaque pays. Je voudrais vous entendre aussi sur la mobilisation des activistes du climat. Il y a ceux qui interviennent dans les musées, notamment, j'ai commencé avec ça, des actions contre des œuvres d'art qui nous questionnent d'ailleurs, nous aussi, médias. Et c'est pour ça que je vous pose la question, futurs journalistes, parce qu'on a presque plus parlé de ces actes-là que des rapports du GIEC. Oui. Et ça, c'est une vraie question sur le traitement médiatique de ce sujet. Mais est-ce qu'il faut ce type de coup d'éclat pour arriver à faire parler du climat et de la biodiversité? La réponse à chaud, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'avec du recul, ce qu'on retiendra, c'est qu'il fallait mettre de la soupe sur un tableau. Sur un Van Gogh. Sur un Van Gogh, pour interpeller sur les questions environnementales. Donc ça nous fait réfléchir quand même sur comment interpeller les médias, et puis comment les médias choisissent de traiter leur sujet. Donc je ne sais pas s'il faut passer par là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça remet en question un certain modèle. Même les associations, on pense à Greenpeace qui réagissait justement à ça, on leur posait la question, est-ce que vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose, quoi, en fait? Et je pense que c'est aussi une réaction désespérée. Et je crois que malheureusement, ça a porté ses fruits. Moi, je suis vraiment très sensible à la culture, c'est un crève-cœur, mais je suis vraiment partagé. C'est-à-dire que je ne peux pas supporter de voir des œuvres dégradées, parce que le patrimoine de l'humanité, il est extraordinaire. Mais en même temps, face à l'urgence, je ne peux pas complètement le condamner. Ça veut dire que vous pouvez comprendre la radicalisation, c'est générationnel aussi, de certains activistes. On a vu, alors là c'est encore autre chose, c'est un cran de violence, notamment contre les forces de l'ordre à Sainte-Soline sur le creusement de cette méga bassine. Vous pouvez aussi comprendre ou tolérer ça, ou vous dites non, il y a quand même une limite à ne pas dépasser, même
alors qu'on est en urgence climatique? Au regard des conséquences qu'on peut avoir après liées aux conséquences climatiques, c'est-à-dire que comme tout est lié, on peut très bien arriver à des ruptures de chaîne d'approvisionnement alimentaire. Et là, ce sera vraiment au-delà de simples querelles entre les forces de l'ordre et des activistes qui, eux aussi, je rappelle, se font taper dessus d'une certaine manière. Alors, on ne va pas jouer au jeu du chat et la souris, mais qu'est-ce qui aura le plus d'impact sur nous, quoi? C'est-à-dire que est-ce que c'est ces petits faits divers qui sont certes dérangeants, mais pas forcément destructeurs pour la société, et les conséquences innombrables que supposent les problématiques environnementales, de la biodiversité, au sol, au climat et tout ce que ça suppose. Merci beaucoup Titouan Rio, à bientôt sur Bismart. Comme promis, on découvre maintenant les résultats de cette étude Veolia Elab, le baromètre de la transformation écologique.